Bienvenue dans cette édition donc, du 7 mars 2025. Bienvenue au 21. Seule information, les séparatistes donc, du nord-ouest ont donc déposé les armes ce jour. Qu'est-ce qui se passe donc avec M. Paul Biya qui est mendiant de la... Qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique? Bienvenue donc sur cette chaîne sociopolitique décryptage, analyse et questions. Bienvenue chers abonnés, nous sommes là pour l'agenda des infos. Bienvenue sur cette chaîne de l'un des créateurs de contenu d'Anony. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a donc de nouveaux dossiers. Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette émission. Madame et monsieur, nous commençons ce dimanche. Et la nouvelle donc est tombée avec les séparatistes qui ont donc déposé donc les armes. Alors nous sommes donc au nord-ouest du Cameroun. Pendant que nous étions donc ce 7 mars 2025, cette nouvelle vient donc de tomber ce petite matinée dans la région donc du nord-ouest du Cameroun. Des jeunes Camerounais ayant donc pris des armes contre l'autorité de l'État ont déposé officiellement des armes faisant leur retour dans la République. Alors, le secrétaire de la présidente de la République, Ngongo, l'homme à la punk, était donc du côté là. Il a donc fait tout un discours demandant que les informant donc que M. Biya est donc un mendiant donc de la paix. Lui veut la paix et il va donc les réintégrer à la au service des centres DDR. Alors, nous nous souvenons donc que le discours de monsieur le chef de l'État, président donc de la République, il avait donc tenu tout un discours aux séparatistes dans des régions pour ceux qui étaient donc avec nous ce jour du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Alors, il faudrait donc retenir que les jeunes sont donc entendus par que ils sont donc attendus donc par que le chef de l'État qui va donc leur remettre un cadeau ce jour à la présidente de la République, dont ils seront donc reçus. Alors, il faudrait donc retenir que la région donc du nord-ouest, après avoir passé plusieurs années dans cette souffrance, cette boue, alors les nombreux jeunes, de nombreux jeunes, ils étaient donc au nombre de 75 qui ont d'abord déposé les armes et ont donc décidé de servir à la nation. Qu'est-ce qui se passe donc avec l'un des correspondants que nous captons le premier signal au studio? Si vous m'écoutez donc très bien, nous sommes donc à l'écoute. Qu'est-ce qui va donc se passer du côté donc au bout du fil, si vous m'écoutez? Allô? Je pense donc le correspondant que nous essayons donc de capter. Nous n'avons pas assez de retours sur cette édition donc spéciale depuis ce matin. Il faudrait donc retenir que au cours d'une cérémonie qui a donc mobilisé les habitants de cette localité, puisque lorsqu'ils ont donc déposé les armes, en fait, le monsieur Ferdinand Ngongo, qui est donc le secrétaire de la présidente de la République, l'homme à la punk, que le pouvoir avait donc été remis par monsieur Biya. Il était donc du côté donc du nord-ouest pour donc célébrer cette rituel depuis de nombreuses années. Donc il y a donc cette attaque de guerre et plusieurs sont déjà tombés sur ce champ. Alors que le sous-préfet de Bali, Yonga, a donc remercié les anciens séparatistes qui ont donc décidé de se réconcilier avec la nation. Mes amis, avant donc que nous vous reviendrons dans cette édition où nous faisons donc entrer l'un des correspondants, ce qu'on peut donc retenir, nous devons donc construire Balingongwa ensemble. Personne ne le fera à notre place. C'est notre responsabilité. Vivons dans la paix afin de favoriser le développement de notre région, a déclaré l'autorité administrative. Tout en lançant un appel aux séparatistes qui n'ont pas encore déposé les armes. Cette réduction est une victoire pour Yaoundé qui multiplie les appels aux jeunes enrôlés.
par les séparatistes pour le gouvernement camerounais. Le dialogue passera donc préalablement par le dépôt des armes. Bienvenue donc sur cette édition en direct depuis ce centre donc de production. Vous le savez donc, c'est une joie aujourd'hui, après de nombreuses années, que le chef ambazonien a donc déposé donc tout. Et vous savez donc, on peut donc dire que c'est les prières qui ont donc fait que cela puisse donc éclore en cette journée. Le nord-ouest, c'est-à-dire les séparatistes ont donc déposé les armes et ont donc fait la paix avec M. Biya. Dans la région du nord-ouest du Cameroun, un groupe de jeunes ayant pris les armes contre l'État au nom de la cause séparatiste ont officiellement déposé les armes et décidé de réintégrer la République. Ce geste intervient dans un contexte où les appels à la réconciliation lancés par le président de la République, président des forces armées, président du Cameroun, donc de tous les Camerounais, alors il semble enfin trouver écho dans certaines proches de l'année électorale qui est bientôt en octobre 2025. Ce qui montre que Biya est un homme puissant et qu'il a donc décidé, pour ceux qui sont donc avec nous, nous cherchons donc à capter l'un des correspondants. Si vous nous suivez donc très bien, il est donc au studio avec nous. Je pense donc on peut donc vous revenir dans cette prochaine édition, mais nous pouvons donc vous notifier qu'après plusieurs années passées dans la clandestinité, combattant les forces gouvernementales, alors les membres du gouvernement ont même été pris à cette époque en otage et d'autres même ne vivent plus. Beaucoup de sang a donc coulé du côté donc du nord-ouest et que ce n'est que Dieu, on ne sait donc pas si ça sera l'Israël et que ça ne va jamais finir. Mais comme ils ont commencé donc à déposer les armes, comme les jeunes ont commencé donc à déposer les armes, on peut dire que c'est une bénédiction. Alors, de nombreux jeunes ont exactement précisé de tenir tout un discours à l'égard de M. Paul Biya, qui est donc le président de la République. Il était donc représenté par le sous-préfet de Balingyonga, présent lors de l'événement ritualiste. Alors, nous devons donc construire Balingwan ensemble. Personne ne le fera à notre place. C'est l'un des propos de l'un des ambazoniens qui a donc affirmé leur réinsertion dans des centres DDR. Alors, c'est ainsi que nous allons donc vous laisser, et si vous allez donc nous faire confiance sur cette édition prochaine depuis notre centre donc de production, s'il faut donc faire entrer l'un des analystes pour donc nous décrypter qu'est-ce qui se passe donc à Elekam, à la veille donc des élections donc présidentielles. Monsieur Biya reste donc silencieux et ne veut donc pas se prononcer pour que la présidentielle de 2025 en octobre, que son mandat pourra donc finir. Qu'est-ce qui va donc se passer avec l'un des analystes qui est déjà au studio avec nous? J'ai donc fait entrer Fidelon K, j'ai donc fait entrer professeur Baebek qui a donc frappé fort. Mes amis, bienvenue donc sur cette édition. Si vous allez donc nous faire confiance, nous allons donc écouter. Il faut qu'attendre de se taise. Et je dis au président de la République, il faut dire à ce type de ne plus parler. Je voulais dire aux Camerounais de m'écouter religieusement. Même si ça vous choque, vous qui me regardez là. D'abord, je commence. Les deux gens que vous voyez ici, c'est les maires. Celui qui est à ma gauche, c'est le Saint-Bédjigui. C'est mon père au village, mais ici là, c'est mon adversaire. Lui là, à Temangue, c'est aussi un maire. Ces gars-là, ils sont occupés à entretenir leur carapace. Vous voyez comment ils sont bien habillés. C'est ça leur train de vie. Mais ils n'ont pas les moyens, ils machin. Ça, c'est faux. Les gens qui devraient distiller le bonheur dans les populations, le bon sens,
ils sont occupés, bon, je ne dis pas vous personnellement, hein, dans la gouvernance actuelle, ils sont occupés à voler, à grappiller, à piller, à sodomiser et à faire toutes les bêtises qui existent en justifiant qu'ils n'ont pas les moyens. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose, j'ai fait mon enquête. Pardon, ne m'interromps pas. Parce que là, tu veux dire m'embrouiller. Non, non, ne me relance pas. Puisque tu m'as posé une question, je n'ai même pas encore parlé. Il fallait d'abord répondre. Parce qu'il faut embrouiller les gens. Paul Bénin n'a pas donné les moyens. Bon, ça va. Je ne vois pas l'intérêt d'un ministre de la République, à Tangadji notamment, de venir faire une arithmétique mortuaire devant des gens qui sont occupés à pleurer les leurs. Parce que c'est tellement grossier, ou bien il doit faire les coups du soir de la gouvernance, comment on parle aux gens. On a quand même fait les pays, on a marché. Quand un président laisse son ministre humilier les populations, si maintenant les gens se levaient là, comme il racontait ces choses, on le lynchait là. Il avait dit quoi? Qu'il est trop fort, il sort les yeux aux gens. Il faut que Tangadji se taise. Et là je le dis avec l'autorité qui me donne le pouvoir de penser. La deuxième chose, il faut dire aux internautes, c'est les gens qui sont payés dans les médias et qui donnent des fatwas. Lorsque tu n'es pas dans leur sens, lorsque tu ne vas pas dans leur sens, ils créent une fatwa qu'on doit te tuer, comme le cas qui est arrivé avec Martinez Zogo, où on essaie de dire ceci, mais tous les gens sont braqués pour orienter les gens vers une vérité qui n'est même pas vraie. J'ai appelé le bonhomme. Je lui ai dit, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. J'ai dit, c'est un bonhomme. J'ai dit, c'est un monsieur. C'est un monsieur. Oui, c'est un monsieur. C'est différent d'un bonhomme quand même aussi. Tu m'apprends le français. Vous parlez français comme moi. Attends. Quand je dis, j'ai appelé le bonhomme, ça veut dire que j'ai appelé le bonhomme. C'est comme le récit. D'accord. C'est la littérature. Vous avez appelé. J'ai appelé le bonhomme. J'ai dit, monsieur le ministre. Là, je rentre dans la logique. Quand je raconte mon histoire, c'est différent quand je parle aux gens. J'ai dit, monsieur le ministre, il vous est reproché d'avoir tué les gens. Je le dis comme ça brutalement. Bon, il était d'abord surpris que je l'appelle et il m'a répondu comme il m'a répondu. Je vais quand même vous dire les discussions que j'ai eues avec le ministre de la République. Le peuple est fort. Donc tous les bruits, embrouilles que vous faites là, vous êtes trop fort, vous intimidez les gens, le peuple va vous avoir. Parce que quand vous voyez le génie avec lequel les gens s'organisent pour créer une affaire, la question d'argent avec les gens-ci, c'est la magie. On ne comprend pas qu'est-ce qu'ils font avec l'argent, on ne comprend pas une telle gloutonnerie. C'est-à-dire que les gens sont devenus des sauvages, au sens propre. Tout ce qui concerne l'argent, ils sont là, ils sortent les yeux. Et c'est ça, donc, vous voyez tout ce qui a basculé. Et ça m'interpelle à un autre niveau. Vous savez, comme vous êtes assis là, certains Belgiques vaut peut-être 60 personnes comme moi. C'est-à-dire que sa valeur est cataloguée parmi les gens du pouvoir. Donc ils ont établi les règles. Donc son fils me vaut peut-être 10 fois. Lui-même me vaut peut-être 60 fois. Pourquoi je dis ça? Pour que vous compreniez l'importance dans la hiérarchie de la considération qu'ils donnent aux Camerounais. Je prends l'exemple simple. Lorsqu'il y a eu une menace d'éboulement au niveau de Mendon, je crois le sous-préfet de Mendon, ils ont soupçonné que sa maison peut tomber. Il y a eu un éboulement. On a juste soupçonné. On a dit quitte vite. On est parti le reloger. Allez voir, c'est ici à côté. On est parti le relever. Donc ça veut dire que sa vie, parce qu'il est sous-préfet, vaut la soixantaine des gens qui sont morts là, ou bien 70 maximum. Nous sommes donc interpellés par cette gestion des hommes. Des gens ont complètement démissionné devant leurs responsabilités. C'est-à-dire que quand vous les voyez là, assis là, ils font semblant d'être sérieux. Ils ont leurs activistes. Et c'est important qu'on le dise ici parce que toutes les catastrophes qui vont venir, c'est comme ça qu'ils vont monter le peuple les uns contre les autres en créant pour pousser les gens à bout. Et c'est les gens, les Remingono, les Malvalzero, toute la bande des gens qui sont achetés pour traverser la vérité. C'est eux que les gens disent non, c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Donc, les gens ne pleurent pas la mort des gens. Mais ils sont occupés dans le commerce mortuaire pour faire tomber les camps dans le pouvoir. Et c'est bien dommage parce que c'est le peuple toujours qui pâtit. Et il faut interpeller les gens qui sont aux manettes pour détruire les images des autres. On ne peut pas, nous qui commandons le pouvoir, oui, nous qui combattons ce pouvoir, vraiment avec le sérieux que nous avons. Certes, on a des dispositions.
Lorsque vous entendez quelque chose avec ces gens-là, il faut croire, d'abord. Mais ayez la lucidité de mener votre enquête, de douter. Parce que si vous dites qu'on doit changer ce pays, et que nous, les soi-disant combattants, nous allons toujours utiliser la délation pour détruire les images des gens, on va perpétuer les crimes. Et en quoi serions-nous donc exemplaires par rapport aux autres? Que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Chacun doit désormais avoir l'honnêteté intellectuelle d'assumer ses décisions et ses choix politiques. On vous donne de la nourriture dans un plat et vous décidez de manger à terre. Vous devez l'assumer entièrement sans tenter d'embarquer des innocents, des personnes naïves et vulnérables dans votre chute ou enfer politique. À partir de ce jour, tout désordre, invectif, manipulation, propagation de fausses nouvelles, appel à l'insurrection, messages de haine doivent cesser, car ces forfaits seront désormais traités avec la rigueur de la loi. La loi sera plus sévère pour la simple raison qu'avec les réseaux sociaux, le mensonge est aujourd'hui amplifié par 2000. La manipulation est amplifiée par 5000. L'appel à l'insurrection est amplifié par 10 000. Toutes choses inacceptables et intolérables dans un état de droit comme le Cameroun. Je dis bien à partir de ce jour, aucun écart de comportement de qui que ce soit ne sera toléré. Au Cameroun, l'unité parlementaire ne peut être invoquée en cas de flagrant délit. En 2018, j'avais prévenu que celui qui prêche la haine, le désordre, le tribalisme, et dont les faits et gestes ont pour but de défier l'autorité de l'État, va bientôt se retrouver au pays de si je savais. Je le dis aujourd'hui, si cette personne persiste dans la logique de provocation, de manipulation, de dresser les Camerounais les uns contre les autres, il va une fois de plus terminer sa course dans le pays de si je savais, avec tous ces acolytes qui veulent détruire notre démocratie et qu'on compromette les acquis de la nation bâtis de main de maître par le chef d'État, son excellence politique. Et cette fois-ci, dans le pays d'ici, je savais, le séjour sera long, il sera même très long. La patience de l'administration a des limites. Lorsqu'on tire trop sur une corde élastique, elle finit par rompre. Aux hommes politiques heureux, je voudrais le dire que l'administration est à bout de patience. L'ordre sera maintenu partout sans la moindre complaisance. Des instructions dans ce sens ont été données à toutes les autorités administratives dans les 10 régions. Les contrevenants, les porteurs de troubles n'ont qu'à bien se tenir. Il faut cesser de faire de l'élection présidentielle de 2025 une question de vie ou de mort. Les hommes politiques heureux doivent laisser LRCAM faire son travail. Ceux qui ne remplissent pas les conditions de participer à l'élection présidentielle de 2025 peuvent attendre l'échéance de 2032. En somme, l'élection présidentielle de 2025 se tiendra dans le calme et la sérénité. Le ciel ne tombera pas en 2025. Le verdict des yeux sera respecté au moment venu. Je dis aux hommes politiques
il ne faut pas franchir la ligne rouge tracée par l'administration. Les auteurs des mots d'ordre irresponsables seront entièrement comptables des conséquences qui en découleront. Force restera à la loi sans la moindre complaisance. Je vous remercie. Les autres et corriger leurs erreurs. C'est ce que nous attendons des hommes politiques. Nos présidents pour bien la qui débattons, ne combattons pas. Ça veut dire que certains jeux d'intérêt, on discute, on échange des idées. On vend un projet politique. Mais bien évidemment, en l'absence des projets politiques fiables, c'est le mensonge, la manipulation, les promesses fallacieuses, la surenchère politique et tout ce qui ne cadre pas avec le bon sens de la démocratie. Alors non, nous on dit trop c'est trop, ça ne va pas continuer. Il faudrait que ça soit clair. Et je mets en garde tous les hommes politiques. Vous devez vous comporter de manière responsable. J'ai commencé cette conférence de presse avec deux déclarations importantes du chef d'État. Le 31 décembre et le 10 février. Où le chef d'État invite les hommes politiques à la maturité. Où le chef d'État dit clairement que les élections doivent se dérouler dans le calme, la sérénité et la tranquillité. Alors, nous sommes, n'est-ce pas, confiés, nous sommes amenés à respecter à la lettre les prescriptions du chef d'État. Parce que n'oubliez pas, un discours du chef d'État, c'est une feuille de route, c'est également un décret déjà signé. Dès que le chef d'État a pris la parole pour parler, nous devons tous être dans la logique de ce discours présidentiel qui, pour nous, les opérationnels, devient un discours, un décret et exécutoire sur lui. Donc, quand le chef d'État a parlé, le chef d'État dit les élections doivent se tenir dans la tranquillité, le calme et la sérénité. Le gouvernement qui accompagne le processus de Milat, je prends donc des dispositions pour s'assurer que ces élections doivent se dérouler dans le calme et la sérénité. Et les hommes, la loi, n'ont qu'à bien se tenir. On ne va pas leur accorder 1 mètre carré de notre territoire pour le désormais. Ça nécessitera. Je veux que le message soit clair. Je ne reviens pas sur ça. Dès que je viens de le message, à tous les gouvernements. Quand une justice ne fonctionne pas, la première caractéristique, c'est qu'elle bloque l'économie. Et elle bloque la paix. Quand on voit aujourd'hui, un juge prend une décision sur en matière de parti, mais le gouvernement, lui, il refuse d'appliquer cette mesure-là. C'est quoi? Je ne vais pas évoquer le cas que d'autant qu'a évoqué tout à l'heure sur affaire Martinez-Zogo. C'est-à-dire que le juge camerounais immobilise un facteur de production, c'est-à-dire un grand opérateur, c'est pas moi, sur des considérations qui ne justifient pas cette perte économique. Il faudrait enseigner, il faudrait donner des cours d'économie à la police et à la justice. Oui, quand on dit police et tout ça. Parce que nous ne comprenons pas le mal que nous faisons à notre économie. Je dis bien, prenez tout simplement quelqu'un qui est interpellé ou bien qui est en prison. Vous voyez les énormes coûts. Quand vous multipliez ça par des milliers, est-ce que vous êtes capable de comprendre que, en même temps, c'est vous qui vous plaignez qu'il n'y a pas de revenus. Et vous créez les conditions de réduction des revenus de manière parfaitement inutile. Donc, le discours du procureur Njoro aurait été, parce qu'il aurait été beaucoup plus, disons, signifiant si on avait articulé les terribles impacts d'une mauvaise justice sur ce que nous affirmons poursuivre, à savoir le développement. Une justice qui n'est pas crédible
ne peut pas développer un pays, ce n'est pas possible. Mais Dieudonné Somba, qui doit faire appliquer ces décisions? Parce que c'est ça le problème. Là, on a le procureur général de la Cour suprême. On a le premier président, dont le discours est d'ailleurs similaire à celui du procureur général, et on a le ministre de la Justice. Mais alors ça signifie quoi? Les Camerounais doivent-ils comprendre? C'est-à-dire, bien sûr. C'est pour ça que j'ai commencé. Les Camerounais, Dieudonné Somba, doivent-ils comprendre que lorsqu'ils ont affaire à Dr Mveng, à professeur Billet, et qu'ils ne sont que commerçants au marché ou anonymes, c'est mal barré, on peut le prendre à n'importe quel moment, le garder. Qui doit faire appliquer ces décisions? Je vous ai dit... Qui doit arrêter ces violations et ces abus? Je vous ai dit dès le départ que le système judiciaire fait partie de la bureaucratie post-coloniale. C'est un système entier qui en fait a ses équilibres internes et qui veut se perpétuer. N'attendez jamais un jour que dans un tel système que les juges se mettent à combattre les autres, non. Eux-mêmes, ils forment une sorte de... C'est un système. C'est un système. Donc, les juges ne peuvent avoir des libertés que dans la mesure où cette liberté permet la pérennité du système. Mais n'oublions pas aussi le paramètre, excusez-moi, il y a aussi le paramètre qui sont, en fait, c'est un gros mot que je voulais utiliser, mais ils sont séquestrés. Parce que la question qu'il pose, que Bonnet pose, Philippe, c'est la question de comment peuvent-ils donc s'émanciper eux-mêmes pour arriver, parce qu'il y a le conseil d'enseignement supérieur, le conseil de la magistrature, Le conseil supérieur de la qui est magistrature. tenu par l'exécutif. Je vous dis, c'est une justice qui est aux ordres en fait. Parce que il faut dire qu'il y a indépendance, c'est un gros mot. Non, j'ai dit. Ça va en gros avec ce système. En réalité, vous pensez que les magistrats peuvent s'émanciper. Non! S'ils s'émancipent, le système s'effondre. Mais Ils ne peuvent pas. Est-ce qu'ils Ils sont appelés à s'émanciper. est-ce qu'ils sont ignorants? En réalité, c'est parce que nous avons copié un système. Hein. Et vous pensez, le Cameroun n'est pas la France. C'est une erreur que vous faites. Dans votre tête, les magistrats camerounais peuvent être indépendants comme les magistrats français. Or, si les magistrats camerounais deviennent indépendants, leur système s'effondre. L'indépendance n'est pas absolue. Même dans ces républiques. Non, là, je suis d'accord. Il y a un système. Ils sont non tenus. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est que l'ensemble des acteurs du système, que le système soit cohérent. Oui. Sur les magistrats qui existent. Autrement dit, ils ne peuvent pas être libres. Il y a des gens qui sont libres, qui dans ce système judiciaire. Mais laissez-moi finir, monsieur Nka. Vous pouvez être libre, mais vous êtes dans un système. Votre liberté vous donne aucun pouvoir. Oui. Si vous êtes libre, vous prenez une décision, on vous enlève, vous faites quoi? Voilà. Il y a des gens qui ont mis dehors. On les a chassés, non? Non, vous parlez de quel le fait d'être mis au système ne fait pas de vous quelque chose, une paria. Mais vous n'êtes au plus. contraire, c'est vous qu'on doit célébrer. On doit arriver dans une Non, qui va société. célébrer? Celui qui a fait le bon job. Attendez. Qui a mis au système Qui va doit être célébrer? célébré Non, par la attendez. communauté. Quelle communauté? Non, Pas la attendez. communauté. Non, d'accord. Nous, les citoyens, on doit les recommander. Non. On doit les réclamer. Non, monsieur. Et qui va Nous ne les sommes pas dans la société. Nous sommes les réclames. Les magistrats, c'est une minorité. Nous ne sommes pas dans la spéculation. spéculation. Il faut Oui, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas dans la spéculation ici. Hein? Nous traitons des systèmes réels. Oui. Et nous disons que il ne s'agit pas d'un problème d'individu. Moi, j'ai été un grand cadre du ministère de l'économie. Oui, je le sais. Vous savez qu'on m'a chassé un jour du palais Congrès pour avoir dit que ce que le chef de l'État a dit sur une 302 chiffres n'est pas possible. Donc, le problème, Mais c'est pas... la société vous reconnaît quoi? Attendez. En tant que critique, Non, c'est ce que je dis. La société vous reconnaît. Oui, ça donne On l'argent. vous écoute. Non, à votre niveau, ce n'est pas l'argent qui importe. Laissez-moi donc finir. Le philosophe, c'est pas l'argent. Attendez. Docteur Nké. Non, j'ai vu aussi. C'est pas ça. Non, on parle de choses. Attendez. J'ai dit donc... Vous pouvez terminer, on repasse j'ai sur dit le donc conseil que Billet. La reconnaissance n'a pas de prix. Attendez. Oui, s'il vous plaît. Ne mêlez pas les problèmes de valeur des individus avec le système. Quand un système est là, vous avez un choix. Vous y adhérez et vous acceptez les référentiels de ce système ou vous partez. Mais vous gardez votre valeur. Bon. Donc, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous rêvons des valeurs
qui ne sont pas possibles avec le système tel qu'il est organisé aujourd'hui. Nous demandons aux juges d'être autonomes et ordres, en oubliant que, tel que le système a été structuré, il n'est pas question qu'une corporation de métiers prenne le pas sur les ordres et se mette à juger les ordres comme elle veut. Oui, Dieudonné Samba, nous allons passer. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc comprendre? Le téléspectateur qui vous regarde doit comprendre que tous les petits, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, parce qu'ils n'ont pas de parents qui sont dans des cellules, vont y rester. Les Amourou Belinga vont rester à Kondengui, les autres vont y rester de manière aussi arbitraire et injuste, c'est ça? Ce que je veux dire, hein, oui, c'est que nous croyons avoir chassé les blancs. En réalité, nous avons encore des blancs, mais qui sont noirs. Et qui nous apprennent exactement ce que les blancs faisaient. Sauf que ça n'a pas le même caractère brut. Donc aujourd'hui, quand vous êtes gênant, on vous punit. On vous met de côté. C'est comme ça. C'est-à-dire, en fait, nous n'avons pas bien compris que les réformes apportées sur le système, il faut modifier sa nature néocoloniale. Alors, dans ce cas, le discours du PG de la Cour suprême n'est donc pas sincère. Mais c'est un discours... Celui du ministère de la Justice n'est pas sincère, finalement. C'est un discours de corporation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une corporation qui est dans un système et qui sent un peu à l'étroit dans ce système-là. Mais cette corporation n'est pas capable de sortir du système. Parce que si elle sort du système, elle-même ne représente rien. Peut-être, si vous permettez, le président est un homme politique, peut-être peut donner sa vision là-dessus. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on fasse attention aux minorités. La justice est minoritaire dans le cadre social camerounais. Si la société camerounaise veut changer, il faut qu'elle change son mindset par rapport à ce que M. Dieudonné Samba disait. C'est quoi? Si vous voulez que demain change, dès aujourd'hui, vivez votre demain. Ce qui signifie que la corruption du magistrat est le fait d'un corrupteur qui appartient à la société. Et qu'il arrête, qu'il joue son rôle, et que face à la justice, il défende et que les corps sociaux se mettent à valoriser ceux qui ont pris le courage d'aller contre les usages et les normes non écrites qui faussent la marche du pays. C'est pourquoi je disais, il faut valoriser tous ceux qui se mettent à l'écart et qui sont sanctionnés par l'État pour avoir fait ce qui est éthique, quel que soit leur nombre marginal. Quel que soit leur nombre marginal. Absolument. Et en cela, on créera une masse critique qui permettait aux gens de s'identifier à certains. Il y a un avocat célèbre que moi je connais, Maître Assira, qu'on connaît par rapport à son passé de son paternel, qui était un acteur de la justice et qui a eu dans le circuit à faire des choses qui fait que quand vous voyez Maître Assira, vous lui accordez le bénéfice du doute en termes de crédibilité. Notre société a besoin des exemples, même s'ils sont minoritaires, et qu'on les valorise pour donner un idéal qui peut permettre à la société de continuer à vivre. À défaut, on va se retrouver dans une société en choc, comme les sujets que nous avons abordés tout à l'heure. D'accord, oui, pour s'habiller. Répondre, vas-y. Oui, d'accord, Fredola. Oui, il vous accorde la minute. Vous savez, je suis un peu mal à l'aise parce que mon frère Nka, vous mélangez les registres. Nous sommes en train de parler d'une situation, d'un système dont on déploie les différentes structurations qui servent à l'asservissement d'un peuple. Et quand vous dites que la justice est une minorité, c'est comme si elle est victime. Oui. Non, elle est victime de nos comportements. La justice, c'est l'esprit même de la République. Oui. Vous comprenez? Lorsque la justice se met en scène, c'est une valeur républicaine, la plus haute valeur républicaine, comme l'armée. Et à ce niveau-là, il n'est pas, même si on se situe au niveau de la théorie, que sur le niveau de la pratique des usages républicains, il n'est pas question de mobiliser des subjectivités. Non, lui, il a été un grand magistrat, un bon avocat, non. On est en train de penser toute société dans a les institutions dans la globalité. Tout le monde peut être un exemple. Oui, mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important ici, c'est de dire comment... C'est la célébration des exemples. S'il vous plaît. On n'est pas là pour célébrer. Non, c'est ça qui manque au Cameroun. Monsieur, s'il vous plaît.
Laissez-moi développer. Allez-y. Vraiment, là, je vous demande de me laisser. allez-y. C'est pas l'émotion. Oui, s'il vous plaît. Donc, la République ne fonctionne pas par l'héroïsme. La République fonctionne par un ensemble de mécanismes. Des mécanismes qui sont institués au regard de la loi. Et Luc Njoro l'a si bien dit. C'est-à-dire que le vivre ensemble même, c'est le droit, c'est la matérialisation de l'esprit qui doit gouverner un peuple. Et ça ne souffre pas de ces exceptions qu'on veut nous mobiliser pour juger dans ces minorités. D'abord, vous utilisez même mal vos notions de minorité. Ce n'est pas ça l'objet. Ce n'est pas comme ça qu'on utilise la notion de minorité. Donc là, vous voulez faire un mélange de genre avec les concepts sociologiques. La justice par rapport à son nombre et par rapport à la société. Pourquoi vous agitez? Vous êtes serein, non? Laissez-le. Je ne vous blesse pas. Non, vous me blessez lorsque vous dites que je utilise. Je vous blesse intellectuellement. Sur le plan quantitatif, la justice est minoritaire par rapport aux 3 millions de Camerounais. Nous voulons comprendre un système qui est en place. Ne vous embrouillez avec les notions minorité, machin. Ce n'est pas important pour nous. Nous sommes ici pour analyser une situation et dire que du point de vue même de leur fonctionnement, la justice est prisonnière de l'exécutif. Du point de vue de ce qu'elle doit incarner comme valeur, la justice est prisonnière de l'état général des morts. Du point de vue des ambitions de notre peuple, la justice est prisonnière de la rétention du pouvoir qu'on lui impose. Donc, tout un ensemble de choses qui font qu'on doit réviser les mécanismes et non pas nous sortir comme dans un mouchoir de pose, des petits pigeons, là, quand on veut dire non, celui-là c'est un bon pigeon, on va faire. Non, on n'est pas là pour jouer avec les mots, on est là pour penser un système autre. Et Dieu donne son mat. Vous avez demandé une minute, vous avez pris la minute de professeur Billet. Je me tais. Oui. Alors, ce que dit... Je vais déjà rentrer dans l'émotion comme... Ce que dit Luc Njoro, ces abus ont, en tout état de cause, ont un impact négatif sur le climat social en général. Un impact négatif sur le climat social. Dieudonné Somba a parlé d'un aspect hyper important, l'impact économique des mauvaises décisions de justice, des violations et des abus. Il vous dit, lorsque lui, il a pris exemple sur lui, lorsqu'on le prive des libertés, oui, il y a un certain nombre de choses qui sont faites, des gens qui vont lui rendre visite, des gens de sa famille, qui, au lieu d'orienter des dépenses dans un sens, sont obligés d'aller soit en cellule, soit en prison, le faire. Un opérateur économique, un homme d'affaires qui est privé des libertés, on sait la mobilisation qui est autour et ce que ça peut causer comme impact économique négatif autour. Est-ce que ça peut déboucher sur d'autres choses? Là, le procureur parle de l'impact social négatif. Mais écoutez, Boni Philippe, c'est un sujet de très grande importance. Je crois que c'est mon voisin en face, le docteur Francis Vin, qui a eu raison de rappeler le caractère cadastral du système judiciaire dans un État. Ça n'est pas le seul élément de cadastre, mais c'est un des éléments majeurs qui doit structurer et assurer cette espèce de régulation vertueuse dont on a besoin pour faire les bons en avant que l'on souhaite pour un pays. Incontestablement. Un pays sans justice, c'est juste la catastrophe. C'est juste ce qu'on peut constater là devant nous, à l'évidence. Et je voudrais d'ailleurs déjà dire que je me réjouis de ce que ceux qui ne sont pas du même bord politique que moi ici aient pu eux-mêmes, avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'objectivité, poser un regard extrêmement froid et lucide sur le fonctionnement de ce système judiciaire, qui est problématique en effet. Donc, mais je voudrais peut-être aussi dire que il faudrait peut-être pas que nous demeurions dans des réquisitoires en forme de vœux pieux et en forme de déclaration d'intention. Le texte de Luc Njoro est de très bonne qualité, mais j'ai peur qu'il ne relève du registre du vœu pieux, en réalité. C'est un discours de convenance, c'est une allocution de convenance qu'il a faite, que n'importe quel procureur général d'ailleurs aurait pu faire ou a fait avant lui. Mais fondamentalement,
les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il ne croit pas lui-même, je vous pose la même question quand vous donnez son bas. Il ne croit pas lui-même à ce qu'il a dit. Je crois qu'il n'y croit pas, je pense qu'il n'y croit pas. Je vais vous dire, je pense que c'est un magistrat de très haut vol qui connaît exactement l'environnement dans lequel il fonctionne. Il connaît cet environnement depuis de très longues années du reste. Mais il essaye à son niveau de faire ce qu'il peut. Je crois que c'est là où Pierre Nka... Attends. Il y croit. Il ne croit pas. Comment il le fait. C'est un homme de conviction, mon cher, je te le rappelle. Comment je voudrais, docteur, pouvoir terminer. Je voudrais terminer. Je voudrais pouvoir développer. S'il vous plaît. Je voudrais pouvoir développer en disant simplement qu'on peut dire des choses sans y croire. Histoire d'apparaître, pour l'histoire, c'est très grave. Apparaître comme quelqu'un qui a dit non. un jour, le jour où on va pointer le doigt sur toi en disant que tes petits-fils lui diront que voilà, vous avez laissé un pays avec une justice en lambeaux. Il dit voilà les préconisations que j'ai laissées. Mais c'était pas à moi de les appliquer dans l'absolu. Non, ne condamnons pas, Boni Philippe, ceux qui ne doivent pas être condamnés dans ce procès-là. Le procès ici, pour moi, en toute sincérité, n'est pas seulement celui du système judiciaire. Le système judiciaire, en réalité, devrait venir après. Le regard du politique qui est le mien, et le regard même du scientifique, m'amène à invoquer au moins deux théories sociales de grande importance. La théorie du systémisme que Dieudonné Essomba a esquissé ici tout à l'heure, et la théorie de l'interactionnisme. Un pays, c'est un système. Vous ne pouvez pas dire que la justice va se déployer toute seule là-bas isolément. Vous ne pouvez pas dire que l'économie va se déployer toute seule là-bas isolément. Vous pouvez pas. Non, tout cela se déploie dans une logique d'imbrication où les différents secteurs interagissent et s'inter-influencent les uns les autres. Donc, de manière fondamentale, dans un État, il y a évidemment, on va dire, un acteur au sommet, qui généralement est, si vous voulez, une sorte de régulateur de l'ensemble de l'orchestre. Pour que l'orchestre soit harmonieux, il faut que, j'ai envie de dire, la variable politique, l'acteur politique joue véritablement son rôle pour qu'il y ait cette harmonie-là. Et de manière précise, j'ai envie de vous dire que si notre système judiciaire est dans cette situation de grand corps malade, c'est précisément parce que l'économie elle-même est archi-malade. Mais de manière plus fondamentale, c'est parce que le système politico-institutionnel lui-même est entré dans un état de maladie extrêmement avancé. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut faire le bon diagnostic. Si on veut soigner le mal, il ne faut pas qu'on se trompe de diagnostic. Et le diagnostic ici, très fondamentalement, est celui qui oblige les Camerounais, puisque vous vouliez que nous parlions aux Camerounais, nous devons inviter les Camerounais à comprendre que notre pays arrive à un moment donné où il a besoin d'une sorte de refondation absolument existentielle. D'abord sur le plan politique et institutionnel, parce qu'il faut que des institutions qui peuvent se déployer de manière tout à fait correcte, harmonieuse, parce que ce n'est pas seulement une affaire de liberté, c'est même d'abord aussi une affaire de valeur axiologique et éthique des acteurs. Mais vous ne pouvez pas demander à des gens d'avoir un sens éthique, sens politique, n'est-ce pas? Pour parler comme Pierre Nka, si vous n'avez pas, si vous voulez, la locomotive fondamentale qui est le dirigeant étatique au sommet, le gouvernement qui lui-même n'impulse pas, à la fois par une doctrine, par, si vous voulez, une vision idéologique qui vient rééthiciser tout un pays avec évidemment une ingénierie politique absolument originale. Prenons un exemple, et j'en terminerai là-dessus. Il y a un pays qui, moi, me séduit beaucoup, enfin me séduit dans une certaine mesure parce qu'il y a peut-être des aspects aussi qui peuvent être corrigés. J'en discutais encore il n'y a pas longtemps avec votre lumineuse consoeur, Madame Chetabile, mon épouse. Nous parlions de Singapour. Nous parlions de Singapour et nous constations que Singapour, qui est un territoire qui, naguère, faisait partie du territoire de la Malaisie, la grande Malaisie que nous connaissons. La Malaisie les a chassés, ils ont pris leur liberté, ils ont dit, ok, nous allons nous autodéterminer et faire ce qu'on peut faire. Ils ont un monsieur là-bas, extraordinaire, un certain Lee Kuan Yew, qui a pris les rênes du pouvoir. Mais je vous dis que c'était un territoire qui était gangréné par un des sujets que nous avons évoqués tout à l'heure, à savoir les questions de répit identitaire et de haine entre les populations. Il était gangréné par la corruption, il était gangréné par les bidonvilles qui existaient partout, les gens vivaient comme des animaux. Ce monsieur, de manière extrêmement rapide, on parle, Dieudonné le sait, des dragons et des tigres d'Asie, en 10 ans, eh bien, il a fait de Singapour un pays extraordinaire. La question fondamentale, la corruption des fonctionnaires,
et en particulier des fonctionnaires du système judiciaire, a été réglée, certes avec une certaine violence, mais en tout cas elle a été réglée. Et du point de vue de ces outils qui ont contribué à l'éthicisation de l'environnement singapourien, parce que la justice n'est pas la seule. Alors je crois qu'il y a quelqu'un qui a évoqué l'affaire des autres corps sociaux, parce qu'il faut bien quelqu'un qui apporte les billets de banque pour corrompre le magistrat. Ce n'est pas nécessairement le magistrat qui dit apportez-moi telle somme d'argent. Donc si vous n'abordez pas cette question dans une dynamique, une logique systémique, vous vous plantez complètement. Donc il est absolument important de comprendre que dans le cas de Singapour, effectivement, eh bien, aujourd'hui, c'est zéro corruption. En tout cas, l'objectif qui avait été fixé par ce dirigeant-là, c'est zéro corruption. Et aujourd'hui, Singapour, c'est l'un des pays du monde, puisque Dieu ne parle de développement, c'est du point de vue des indicateurs de développement humain, des indicateurs de développement d'une manière générale, c'est l'un des pays les plus puissants au monde, bien plus puissants que les pays européens et même que les États-Unis d'Amérique sur un certain nombre de critères. D'accord. Nous allons donner la parole à Francis Mbengue. Après, on ressort avec Dieudonné Somba. Ce que je voudrais, il y a des jeunes Camerounais qui nous écoutent. Il y a des Camerounais qui nous suivent. Et c'est bien dommage qu'on arrive à la conclusion qu'ils ne peuvent rien espérer. Parce que lorsqu'on leur annonce que le procureur général a tenu un discours qui tire la sonnette d'alarme, un discours qui dénonce des violations, des abus, ils s'attendent à ce qu'on leur dise à partir de demain, on ne viendra plus m'arrêter parce que j'ai sali la voiture d'un tété pour parler comme au quartier, de quelqu'un d'important. Alors, on va ressortir de ce discours sans leur donner cette garantie, cette assurance. Dr Francis Mbengue, ça signifie que les discours sont tenus, mais on reste dans la même logique d'abus, de violation. Vous savez, M. Philippe Boni, et en politique, il y a le verbe, il y a le discours. Et la politique se sent encore à l'aise et célébrée quand il y a de l'action. Je voudrais dire à mon frère, le professeur Billet, qui se gargarise ici sur le plateau en disant que certaines personnes qui ne sont pas du même bord politique que lui observent l'état de décrépitude de la justice. Moi, je suis du RDPC. Je me mettais à un grand niveau, à un haut niveau du RDPC, parce que j'ai été président de section. Je l'assume, j'assume mon bord politique, mais ce que je vais dire au professeur Billet, c'est qu'il y a des magistrats qui sont du RDPC. Je crois aussi qu'il y a des magistrats qui sont de votre parti et qui sont dans les cours. Les libérateurs. Il ne faut pas jeter l'anathème, il ne faut pas essayer de stigmatiser un corps politique pour le faire paraître comme étant celui-là qui fabrique. Mais c'est le parti-État. Vous êtes du parti-État, vous n'allez pas... Monsieur Boni Philippe, vous pouvez me laisser terminer. Le parti-État... Peut-être en une seconde, mon frère... Francis Mbengue, que les magistrats ne sont pas supposés être politisés. Ah oui, me semble-t-il. Mais si vous en avez, ça veut dire que c'est une révélation que vous faites aux Camerounais, me semble-t-il. Bon, ce sont l'hypocrisie. Ça, c'est l'hypocrisie. Tout le monde est attaché quelque part. Il y a la loi qu'il faut respecter. Hein? Oui, il faut respecter la loi. Je vous dis, elle est claire en la matière. Je n'ai pas dit qu'un magistrat va mettre ses habits du RDPC pour venir rendre la justice. Mais si vous regardez, si vous faites une analyse... mais si se déguise dans des habits de magistrat et qu'il se retrouve dans une affaire RDPC, c'est-à-dire vous contre les libérateurs ATP, bon, c'est clair qu'il va biaiser la décision. Et s'il est de son parti bon, exactement, ça peut faire pareil. Moi, je voulais dire, pour être un peu plus sérieux, que le magistrat, le haut magistrat, Njorolu, a lancé un cri d'alarme. Il est au sommet de la magistrature. Il tire la sonnette des pratiques qui vont dès l'entrée de la procédure au commissariat. Il s'adresse à qui? Il s'adresse au président de la République.
c'est le président de la République qui est le patron de la magistrature au Cameroun. C'est à lui de trouver dans cette situation, au jour d'aujourd'hui, les moyens de refaire la justice camerounaise. C'est de son devoir. Et j'espère et je sais qu'il le fera. Il le fera? Il le fera. Il faut réparer la justice. Il faut mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Vous savez, les chantiers de la nation sont tellement énormes. Les chantiers de la nation sont tellement vastes que le président module. Et je crois que le temps qui va arriver là, ce sera le temps de la justice. D'accord. Pour qu'il s'en occupe. Dieudonné Somba, on ressort avec vous. On ressort avec vous pour dire, c'est finalement, le procureur général a tenu ce discours. Et il est quand même bon à entendre, même si les effets ne suivent pas forcément. C'est déjà quelque chose que quelqu'un de son rang tienne un discours d'une telle tonalité qui peut d'une manière ou d'une autre rassurer les justiciables que nous sommes. Oui. J'ai dit tout à l'heure que c'est une réaction corporatiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les magistrats sont des éléments d'un système. Comme les enseignants, comme les médecins. Et chacun essaie d'avoir le maximum à l'intérieur de ce microscope. Les conflits entre les magistrats, ce n'est pas avec la population. C'est contre les autres corps de métier qui viennent en quelque sorte ronger sur leurs prérogatives. Il faut comprendre un peu comment le système se présente. C'est-à-dire que c'est comme un groupe de bandits qui ont volé quelque chose et se mettent à se partager cette chose-là. C'est pour ça que je vous dis que pourquoi faut-il réformer l'ensemble du système? C'est simplement parce que les gens pensent que cette petite bureaucratie est réformable. Non. Elle ne l'est pas. On peut peut-être améliorer certains aspects, mais elle n'est pas réformable. Parce que c'est une bureaucratie qui, en quelque sorte, récupère l'État postcolonial à son profit. Mais à l'intérieur de cette bureaucratie, il y a des sections. Les enseignants d'université comme Dr Mouké se plaignent d'être méprisés par la police. Mais eux-mêmes méprisent les autres corps de métier. Donc nous sommes ici devant un groupe de gens qui se sont accaparés du système. La base du système, c'est quoi? C'est ça, 7500 milliards de francs du budget. Et se partager ça d'abord sous forme de salaires, sous forme des avantages de services, sous forme des rentes et des situations. Et tout ça, que ce soit les enseignants, les policiers, les administrateurs, les magistrats, tout le monde est là-dedans, en opposition à la population. Et donc, non, les agents publics c'est 350 000 par rapport à 25 millions. Donc, les conflits, le discours du président, du procureur général, est un discours interne à la petite communauté de 350 000 qui sont accaparés le Cameroun. Non, on a dit pas aussi aux populations. Quand il le dit, excuse-moi, je ne sais pas, vous ne pouvez pas dire comme le député a dit tout à l'heure que nous sommes le président de la République, oui, je suis d'accord, mais il s'adresse sur la population. Chacun doit défendre ses droits. Et c'est cette défense des droits-là, parce que parfois les révolutions sont parties de celui qui accapare son droit pour le faire valoir. Donc, on ne peut pas dire est-ce que c'est que je dis le discours moi je n'ai pas contesté l'intérêt stratégique du discours de Njoro, mais j'analyse un système. Absolument. J'ai dit que le discours de Njoro est un discours de corporation. Ça veut dire que c'est l'intérêt de sa corporation qui l'intéresse. Et cet intérêt, c'est quoi? C'est plus de pouvoir aux magistrats. Non, c'est aussi un intellectuel. Hein. C'est un universel de guillemets. Donc, moi, je fais plutôt une analyse de tout le système. Ça veut dire que même si aujourd'hui, on donne ce pouvoir aux magistrats, est-ce qu'on aurait résolu le problème du Cameroun?
C'est ça la question. Et donc, il faut inscrire tous ces discours-là dans la réforme générale du système, de telle sorte que le système abandonne sa nature postcoloniale et que l'État du Cameroun devienne l'État de la nation camerounaise. Parce qu'aujourd'hui, l'État du Cameroun est superposé sur la nation qu'elle aspire comme une sorte de pou parasite. Que la population continue. L'État du Cameroun doit faire corps avec la nation. Si on prend le cas des magistrats, mais en fait, c'est pas parce que on les appelle, disons, du point de vue juridique. Un magistrat, c'est ton cousin qui a fait la même école que toi, qui a passé un concours, qui est entré à l'ENAM, qui en est sorti. C'est-à-dire que vous avez exactement le même parcours. Vous pensez qu'avec le même parcours, il aura un comportement différent? Ce n'est pas parce qu'il est devenu magistrat. Il est fonctionnaire comme les autres. C'est pour ça qu'il faut plutôt repenser tout le système. Oui, je voudrais poser une petite question, peut-être à vous de donner son bac, peut-être à Fridolin Nké. Au vu de ces discours, qu'est-ce que les Camerounais doivent comprendre? C'est-à-dire, le jeune de votre quartier, peut-il se permettre, lui, de refuser une interpellation de la police, de la gendarmerie un dimanche, un jour férié, par exemple, au nom de ce que la Cour suprême elle-même reconnaît que c'est des procédures qui sont interdites, qui sont prohibées? Non, moi je vais vous dire calmement. C'est-à-dire, on vient vous arrêter, vous refusez. Vous leur opposez une fois de non-recevoir. Moi je dis, je connais ce monsieur. Moi je trouve que c'est une insulte. Un haut magistrat comme ça, on lui dit que non, il le dit seulement comme ça, sans conviction. Mais moi, il ne faut pas aller. Même si on veut le faire voir d'une certaine façon, ce n'est pas bien comme ça. Lui, c'est quelqu'un qui croit à ce qu'il dit et il n'a pas sa langue dans la poche, on le connaît dans la magistrature. Donc pour moi, il s'adresse certes à ses collègues, au président de la République, comme il l'a dit, mais je suis de manière. C'est un monsieur qui écrit même sur les orphelins. Qui sort les livres. Donc il croit que la société, la population doit elle-même s'émanciper de ces pratiques. On ne peut pas dénoncer les arrestations arbitraires, les gardes à vue. On garde qui a vu les magistrats. Non, c'est les populations. Donc, moi je dis, chère population, Camerounais, imprimez même ça. Quand on vous arrête, imprimez le discours de Njolo. Quand on vous arrête au commissariat, regardez ce que votre grand patron écrit. Que libérez-moi tout de suite. Sinon, moi je vous porte plainte. Non, vraiment, allons dire la terre. Donc, Njolo vous parle, messieurs et dames qui êtes à la maison, là, qui avez peur de la police, vous tremblez quand vous. Non, vous avez des droits. Je vous rappelle que la structure même de la citoyenneté, c'est la mise en contexte du droit. Parce que j'ai fait un peu le commentaire du texte. C'est la mise. Alors, c'est ici donc que nous allons donc vous quitter de façon brute. Nous étions donc avec le docteur Dieudonné qui a donc frappé fort à la justice incontournable de l'un des magistrats de Monsieur Biya qui s'est donc prononcé pour que un prochain mandat. Alors, vous le savez donc, cette édition est donc spéciale uniquement depuis cette on peut dire matinée parce qu'on est déjà plus de minuit. Madame et monsieur, rebonsoir à vous tous. Bienvenue pour cette prochaine matinée parce qu'on est déjà plus de minuit. Madame et monsieur, rebonsoir à vous tous. Bienvenue pour cette prochaine